Bienvenue dans le podcast AWS en français. Dans cet épisode, nous parlons de backup, de reprise d'activité de vos infrastructures cloud avec Veeam. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. Dans cet épisode, comme je l'ai dit juste avant, nous allons parler de backup, de reprise d'activité, de solutions pour sauvegarder vos données. Parce que, je le rappelle, et parfois c'est une surprise pour certains de nos clients, AWS ne fait pas de backup de vos données. On réplique les données, mais on ne fait pas de backup. Pour parler de backup, j'ai le plaisir d'avoir Stéphane Berthaud, qui est directeur technique France pour Veeam. Alors j'ai déjà levé un coin du voile et parlé de différents mots de vocabulaire, backup, reprise d'activité, réplication. On va peut-être commencer par du vocabulaire. C'est quoi ces différentes catégories? Qu'est-ce qui est différent entre un backup, un snapshot, de la réplication, de la reprise d'activité? C'est une question bateau pour commencer. Ah oui, mais c'est une très bonne question. Bonjour Sébastien. Je suis ravi d'être là et effectivement, une petite clarification est certainement nécessaire avant de démarrer. Je vais commencer par le backup, la sauvegarde en français, qui couvre un besoin qui date des débuts de l'informatique, qui est lié à la naissance de l'informatique. C'est le besoin d'avoir un secours, le droit à l'erreur un petit peu dans l'informatique, c'est-à-dire la capacité à revenir en arrière avec avoir un exemplaire de ces données, un état précédent de ces données qui soit distinct des données live qui évoluent en permanence, et donc sur lesquelles on puisse se reposer. Alors évidemment, vouloir en garder plusieurs exemplaires, avoir une rétention, une profondeur plus ou moins longue, les garder 2 jours, 3 jours, 10 ans. Donc ça, c'est le besoin élémentaire de la sauvegarde. Ça a beaucoup évolué depuis les premiers temps de l'informatique, le mainframe jusqu'à EC2, RDS et le serverless, évidemment, mais le besoin reste le même. Après, c'est des technologies qui ont été éventuellement améliorées ou complétées par d'autres capacités de manipuler ces données et d'offrir un secours. La première, c'est la réplication. Ça fait plus de 20-25 ans que les systèmes savent se répliquer. Alors, ça répond à un besoin différent, puisque la réplication, on va chercher à avoir la copie de données la plus fraîche possible, jusqu'à avoir quelque chose de complètement synchrone, c'est-à-dire le même exemplaire des données à 2 endroits différents. La réplication synchrone, on va retrouver ça dans des applications très transactionnelles, les systèmes de réservation bancaires, etc., où on veut perdre 0 donnée. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le RPO, la notion de perte de données admissible minimum. Et donc, ça peut aller de 0 pour les applications les plus transactionnelles, les plus critiques, à 24-48 heures pour justement des backups qu'on va restaurer de façon très lente si c'est à partir de bande, par exemple. Mais ça répond à des besoins différents. Une sauvegarde complète d'un système sur un autre site me protège en cas j'efface un record dans une base de données, j'efface un fichier accidentellement, je peux aller le récupérer. Tandis qu'avec une réplication, si j'efface mon fichier, il sera aussi effacé sur mon réplica. Exactement. Et alors, le problème se pose encore plus avec les ransomware. Parce que là, pour le coup, la réplication qui marche extrêmement bien réplique parfaitement les données chiffrées des 2 côtés. Donc, on voit que c'est 2 besoins différents. Il y en a un qui a un besoin d'immédiateté, reprendre des données le plus rapidement possible. C'est plutôt du disaster recovery. Je perds un site parce qu'une météorite vient de me tomber dessus, ou un sinistre, catastrophe naturelle, etc. Je veux repartir le plus vite possible en perdant le moins de données possible. Alors que la sauvegarde, au contraire, je veux vouloir revenir à un état antérieur qui soit valide. Donc ça peut être pour des questions légales, on a besoin, on peut même être soumis à des lois, des réglementations qui exigent qu'on garde pendant 10 ans des données bancaires ou autres. Donc ça, c'est une chose. Et donc on voit ces 2 besoins. Donc le RTO qui définit Recovery Time Objective, c'est le temps qu'il va me falloir à remettre en service. C'est une notion qui existe depuis longtemps, RTO et RPO. Donc le temps pour remettre en service. Alors, la réplication, c'est un RTO quasiment de 0. On pourrait presque avoir une bascule automatique, même ce type de système. Si je restaure à partir de bandes avec des lecteurs, etc., là, le RTO est extrêmement long. Et puis le RPO, là, c'est la perte de données admissible. Même chose, on peut aller de synchrone à plusieurs heures. Donc évidemment, on cherche à trouver le meilleur compromis. Souvent, en général, on a les 2 systèmes. On en a un qui va pallier à un sinistre, qui va plutôt être de la réplication. Et puis, on en a un qui va plutôt être là justement pour de l'historisation, des besoins légaux, ou maintenant, retour en grâce aussi de ces technos face au ransomware. Et donc, il y a quelque chose d'un peu intermédiaire qu'on n'a pas abordé. Je reprends juste une minute pour parler des snapshots, parce qu'il y a toujours un débat qui date depuis maintenant plus de 10 ou 15 ans. Est-ce qu'il y a un snapshot? On a des snapshots dans EC2. Est-ce que c'est de la sauvegarde ou pas? Alors, c'est un des éléments qui fait partie du panel qui permet d'avoir un secours de ces données.
C'est extrêmement pratique parce que le snapshot permet de prendre comme son nom l'indique, une image instantanée des données. Il n'y a pas un temps nécessaire à la sauvegarde. Donc, en ça ressemble un peu à de la réplication. D'un volume complet. Exactement. Et on peut le réappliquer très rapidement aussi. Donc, RTO très court, RPO très court également, ça paraît être une solution miracle. Sauf que le snapshot, en fait, s'appuie majoritairement sur des pointeurs. Donc, il repose en grande majorité sur les données de production. Live. Exactement. Donc, il est dépendant de ces données de production. Si on perd le volume de production, on va perdre le snapshot associé qui ne garde que des pointeurs et des blocs modifiés. Donc, c'est extrêmement intéressant, mais par contre, ça ne protège pas dans tous les scénarios. Donc, c'est que ça peut être que complémentaire. Donc, les bonnes stratégies de protection, en général, combinent souvent ces technos, ou au moins on utilise 2 sur 3. Donc réplication, snapshot et puis les bonnes vieilles sauvegardes. Est-ce qu'on peut faire ces sauvegardes avec un snapshot et puis le déplacer ailleurs dans une autre région pour éviter le cas de figure où on perd un bâtiment, mais on a quand même ces snapshots? Alors bien sûr, là on en arrive en fait aux différents mécanismes. Chaque environnement a ses propres mécanismes et donc AWS par exemple effectivement fournit ce mécanisme de snapshot avec EC2, avec RDS, et donc c'est spécifiquement ce que Vim fait, c'est la technologie que Vim utilise pour la prise d'image, c'est le snapshot. Ce snapshot, on va pouvoir ensuite le pousser dans un bucket S3, et donc là ça devient un fichier indépendant des données de production, donc c'est une sauvegarde. C'est dans un format très spécifique, particulier à Vim, qui est un format portable. C'est ce qui nous permet de le récupérer dans un autre environnement, un autre hyperscaler, un environnement on-prem qui va être du VMware, qui va être du Microsoft Hyper-V, peu importe. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir cette portabilité d'un environnement à l'autre. Et évidemment, au sein d'AWS, ces snapshots, on sait tout à fait les exporter vers une autre région, on sait les restaurer dans une autre région, on sait les restaurer aussi cross-account, dans des comptes différents. Et donc ça permet cette portabilité des workloads d'une région à une autre, effectivement. Et donc, de la migration aussi, si on le souhaite. Ah, évidemment. Donc, on va parler de votre solution de backup et recovery pour les instances EC2 et d'autres services dans le cloud. Mais je répète ce que j'ai dit en ouverture de ce podcast parce que c'est un point qui est parfois mal compris. C'est que AWS ne fait pas de backup de vos données. Donc, si vous démarrez une machine EC2, vous avez la possibilité de faire un snapshot, comme nous en avons parlé, éventuellement de le déplacer. Mais si jamais il arrive quelque chose au bâtiment où se trouve votre machine EC2, ou si les serveurs disparaissent pour une raison ou une autre, c'est à vous de devoir répliquer, recommencer, recréer une instance EC2 à partir de ces snapshots. Les snapshots étant repliqués sur plusieurs zones de disponibilité. Même chose avec S3, il n'y a pas de backup d'S3. Vu la taille d'S3, on ne peut pas se permettre de faire un backup, une copie complète d'S3 et de garder plusieurs versions de vos documents. En revanche, S3 est repliqué sur plusieurs data centers, donc au pire, si un data center devait disparaître, il y a encore 2 copies de vos données sur S3 qui sont là, mais ça ne protège pas pour garder l'historique ou revenir en arrière. Pour ça, il y a le versionning notamment sur S3. Alors, c'est pour pallier à ces besoins là que Vim est là, avec plus de 10 ans d'activité dans le monde du backup de la machine virtuelle et donc du cloud maintenant. Vous avez une solution spécifique pour AWS qui s'appelle AWS Backup and Recovery. C'est quoi? Alors, Vim Backup pour AWS, en fait, c'est une solution native qui utilise les mécanismes natifs de C2, de RDS, bientôt de FS dans une prochaine version, pour prendre une image consistante des données, que ce soit une instance, un workload, une instance EC2 ou une base RDS, avec les mécanismes développés par Vim depuis sa création, en fait, qui permettent de se mettre en consistance applicative, donc de préparer les applications à la prise d'image à chaud. Et donc, cette solution, elle est à la fois complètement indépendante, disponible dans la marketplace, où on peut utiliser du Bring Your Own License, et puis en même temps, elle peut s'intégrer dans un framework plus grand, qui est la plateforme Vim, qui permet de centraliser le pilotage de la sauvegarde et sauvegarde et protection d'instances dans EC2, mais également dans son data center, et d'avoir des passerelles entre ces différents éléments. Et donc là, on parle plutôt de la Vim Availability Platform, qui est plus vaste. Mais si on se concentre sur la partie AWS, Vim Backup pour AWS, ça utilise des mécanismes, des API natives AWS, mais ça fournit un pilotage complet de cette protection des données. Les mécanismes ne sont pas créés par Vim, on utilise
les mécanismes parfaits, excellents, disponibles dans le C2 de Snapshot Code. Mais nous, ensuite, on va piloter, on va orchestrer la protection des données, leur conservation, leur rétention, la suppression au fil du temps, etc. Et donc, on va être capable de organiser depuis un point central la protection de ces données. Et comme tu le disais, d'avoir systématiquement la capacité de récupérer ces données, quel que soit le scénario de perte complète d'un data center ou d'une région AWS, c'est quand même hautement improbable, mais il n'y a jamais de risque zéro, quelles que soient les solutions, donc on peut pallier à ça. Il y a aussi très souvent un risque d'effacement accidentel, voire de malveillance interne. Et là, effectivement, on peut avoir tous les mécanismes de résilience, de redondance interne dans un data center si quelqu'un efface volontairement les données. Si on n'en a pas un exemplaire indépendant, eh ben on n'a pas de copie, on n'a pas de moyen de régénérer ces données. Donc c'est un petit peu l'image de la photo de mariage. Si on perd la photo de mariage, on peut faire revenir les gens 20 ans après, mais ce sera pas exactement la même photo. Les gens auront une tête un peu différente. Et donc on ne sait pas recréer des données passées. Donc il faut en garder un exemplaire. On va décider de la durée de conservation, mais les mécanismes de redondance, de réplication ne fournissent pas cette capacité à revenir en arrière sur un exemplaire des données figées dans le temps. Alors allons un peu plus dans le détail dans la solution AWS avant de parler de la solution plus globale, parce que c'est un des avantages de votre solution aussi, c'est qu'elle s'intègre avec des infra on-prem, voire d'autres cloud providers, et donc offrir une solution tout à fait hybride pour les clients qui ont plusieurs plateformes à protéger, ce qui est probablement le cas de toutes les grandes entreprises qui sont clients d'AWS. Sur AWS, tu dis que tu utilises que Vim utilise les mécanismes natifs de la plateforme, donc ça veut dire quoi? Vous partez des API EC2 pour créer des snapshots des volumes EBS et des choses comme ça? Exactement. Donc ça, c'est ce qui va nous fournir la source des données à partir de laquelle on va pouvoir. Donc déjà, on va gérer et organiser ces snapshots puisqu'on va effectivement les référencer, gérer leur rétention, leur conservation, leur suppression. Et puis ensuite, ces snapshots EBS, on va aussi les lire. Nous, à l'aide de mécanismes internes, on instancie à chaque phase de backup, on instancie ce qu'on appelle des workers, qui sont des instances ad hoc qui sont créées le temps du backup. Alors minimum une par région, mais ensuite pour scaler, on peut avoir en déployer plusieurs, mais ça se fait de façon complètement automatique. Et donc à ce moment-là, ces snapshots EBS, les workers vont aller en lire le contenu, et il y a un process, un data mover, qui va extraire le contenu au niveau bloc de ces snapshots EBS pour aller les écrire dans un fichier, dans un bucket S3. Et ce fichier, c'est le fameux fichier de backup Vim, ce qu'on appelle un VBK, qui a la particularité d'être pour Vim un format universel, portable d'un environnement à un autre. Donc les workers, si je comprends bien, ils réinstancient un volume à partir du snapshot et ils utilisent ce volume, un data volume, pour aller faire une copie en dehors d'AWS éventuellement, ou en tout cas ailleurs, au format Vim, des données qui sont sur le snapshot. Le format de sortie initial, c'est du S3, forcément. Mais après, de ce S3, ce bucket S3 peut être connecté à une instance Vim tierce qui est capable de la lire, de l'importer, etc. Et alors, surtout, oui, vas-y. J'allais dire surtout le plus important dans ce mécanisme, c'est que ce fichier, on va être capable d'en faire des restaurations. Donc, à la fois restaurer des instances complètes. J'ai sauvegardé une instance EC2, je veux restaurer cette instance EC2 telle quelle, mais on peut aussi être granulaire. C'est-à-dire qu'à partir de ce backup, on est capable de restaurer des fichiers à l'intérieur de cette instance, donc simplement de la restauration au niveau fichier. Et puis évidemment au niveau RDS, on va pouvoir restaurer des bases distinctes. Donc c'est au niveau bloc au moment de la prise d'image, et après on a une granularité complète au moment de la restauration. Ah oui, ça c'est ce qu'une restauration par snapshot ne permet pas de faire. Avec une restauration par snapshot, on réinstalle une machine complète, mais on peut pas juste aller rechercher le répertoire ou le fichier qu'on a effacé par erreur. Donc là, ça offre beaucoup plus de flexibilité. Tu disais aussi que vous avez un système pour assurer la consistance des données. Imagine que j'ai une instance C2 avec 3 volumes EBS qui sont montés en RAID, par exemple. Il faut évidemment synchroniser la prise de snapshot entre ces 3 volumes EBS. Donc, est-ce qu'il y a un agent Vim qui doit tourner sur mes machines pour ça? Non, absolument pas. Ça se gère au niveau de l'interfaçage avec la base de données, en fait. Donc la mise en consistance applicative se fait par interaction avec la base de données.
Donc il n'y a absolument rien à installer sur mes instances EC2 que je vais backuper. Vous faites ça par l'extérieur de l'instance. En fait, depuis 12 ans, c'est ce qui a fait la magie de Vim par rapport aux solutions traditionnelles. Quand la virtualisation est arrivée, c'est qu'on est complètement agentless. C'est plus tout à fait vrai parce qu'on traite aussi maintenant des instances, des workloads très legacy dans les data centers de nos clients, des Unix, des AX, des bases SAP, etc. Donc on a quand même développé des agents depuis, mais notre philosophie initiale c'est d'être 100% agentless, c'est-à-dire d'avoir toute la granularité, l'interaction avec les applications, sans avoir à installer de composants logiciels à l'intérieur des instances. Est-ce que le cloud permet, en tout cas la virtualisation permet, là où le bare metal ne le permettait pas nécessairement. Exactement. Et puis les volumes ont explosé. Le VM sprawl, comme on l'appelle, quand dans les années 2000, on avait à gérer 50 serveurs physiques, on pouvait se permettre d'installer des agents, les mettre à jour aussi. C'était une tâche assez fastidieuse. Quand on a 10 000 VM, on va certainement pas installer un agent dans ces 10 000 VM en termes déjà ne serait-ce qu'en termes de pression sur l'infrastructure, ce serait énorme. En termes de gestion, ce serait ingérable. Donc effectivement, les Agentless a permis aussi cette évolution. Alors une VM, c'est plus que la somme de ces volumes attachés, c'est aussi des tonnes de des tonnes, en tout cas des dizaines, des centaines de points de métadonnées. Par exemple, quel type d'instance c'était, dans quelle availability zone, quels étaient ses security groups, etc. Est-ce que vous backupez ces métadonnées aussi pour pouvoir recréer des instances EC2 à l'identique? Bien sûr, oui, tout à fait. On est capable de restaurer à l'identique, mais on va aussi pouvoir choisir. Donc il y a tout simplement un assistant avec un look and feel très familier aux utilisateurs d'AWS qui va permettre de choisir d'abord le restore point qu'on souhaite, parce que cette instance, on va en avoir plusieurs exemplaires de données dans le temps. Donc on va choisir la date, l'heure qu'on souhaite restaurer. On va choisir l'IAM pour la restauration aussi, puisqu'il faut avoir des droits pour pouvoir restaurer. On va choisir un node pour restaurer. Alors le node, c'est un worker node au sens Vim, qui va être le composant qui va réécrire ces données. On va choisir sa région, et puis évidemment on va choisir si on veut appliquer de l'encryption ou pas. On va choisir le nom, le type de l'instance. Donc on peut modifier le type de l'instance si on le souhaite. Ou dans l'assistant, on a aussi quelque chose de très simple qui dit restaurer tel quel. Et là, on n'a pas de question à se poser. Ça restaure avec exactement les caractéristiques d'origine de l'instance. Du backup. Et par défaut, vous gardez les données dans S3, donc je suppose dans la même région. Mais si je veux faire de la reprise d'activité dans une autre région, tu viens de mentionner que les workers peuvent être réinstanciés dans une autre région, et donc on peut recréer un duplicat de son infrastructure dans une autre région. Exactement, et sous un autre nom, avec des caractéristiques réseau différentes, évidemment. Donc oui, bien sûr. Comment je peux commencer avec ça si j'ai envie d'essayer aujourd'hui? Tu as mentionné la marketplace au début, tu peux expliquer un peu plus comment démarrer? La solution est disponible dans la marketplace, effectivement. Il en existe une version, alors c'est la même version, mais elle est disponible en version gratuite jusqu'à un certain nombre d'instances. J'espère pas dire de bêtises, je crois que c'est 50. Donc jusqu'à 50 instances, on peut utiliser la solution. Elle a quelques limitations, par contre, dans cette version gratuite, c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'externaliser vers un data center on-prem, de s'interfacer avec la plateforme Vim plus globale. Mais en dehors de ça, la totalité des fonctionnalités sont disponibles de sauvegarde et de restauration. Et donc quand tu dis gratuit, c'est en termes de licence Vim, évidemment. Je rappelle que les clients doivent quand même payer le coût de stockage sur S3 ou le coût des snapshots, etc. Évidemment, on parle uniquement du coût de licence Vim. Et donc, je vais dans la marketplace, je choisis Vim AWS Backup and Recovery. Qu'est-ce qui se passe après? L'instance Vim se déploie. Et puis, immédiatement, on va pouvoir pointer vers sa région, son compte, ses instances. En programmer la sauvegarde, la gestion des snapshots. On va choisir d'ailleurs, est-ce qu'on choisit uniquement de piloter des snapshots? Est-ce qu'on choisit de faire des sauvegardes à partir de ces snapshots? On va choisir la rétention. Et puis ensuite, tout ça, évidemment, avec des systèmes d'alerte, de messages qui préviennent de ce qui se passe bien ou mal, mais sinon, c'est un petit peu en pilotage automatique. Il faut toujours être vigilant sur la protection de ces données et jamais justement laisser en pilotage automatique. Mais ça nécessite aucune intervention au quotidien autre que en cas de besoin de restauration. Et justement, si je veux restaurer, quelle est la marche à suivre? Alors, tout simplement, on se connecte au web UI de la solution.
On va lancer l'assistant de restauration. Et à partir de là, on est vraiment pris en main. C'est-à-dire qu'on va sélectionner l'instance. On va avoir la visibilité de toutes les instances. On peut filtrer évidemment par région. Mais on va avoir toutes les instances qui sont protégées par Veeam Backup pour AWS. On va choisir le point de restauration souhaité. Hier, avant-hier, il y a un mois. Et puis ensuite, donc, comme je disais, soit on va personnaliser la restauration en modifiant les caractéristiques de la machine d'origine, soit on restaure tel quel. Et dans ce cas-là, on n'a pas beaucoup de questions à se poser, c'est vraiment très intuitif. Et c'est très important parce que, en général, quand on a un besoin de restauration, on n'a pas le temps d'ingérer une documentation de 800 pages ou de suivre une formation en ligne. Et donc, il faut que ça puisse être intuitif et rapide. Il y a deux types de restauration. Il y a celle en cas de désastre où on doit récupérer quelque chose, ou comme tu dis, on n'a pas le temps de se poser des questions. Il faut que ça soit rapide et intuitif. Et puis, il y a l'exercice hebdomadaire, mensuel de recovery pour tester la validité des backups. Est-ce qu'il y a moyen d'automatiser ça? Est-ce qu'il y a moyen d'automatiser le test? C'est très dépendant des applications. Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent aider à l'automatisation des tests? Alors, on peut effectivement automatiser certains tests. D'abord, évidemment, la solution est entièrement pilotable en REST API. Donc, ça peut être intégré dans une automatisation plus large, ces tests. Veeam intègre ses propres mécanismes de tests de restauration, mais qui sont pour l'instant pas disponibles sur les solutions cloud native, uniquement sur du on-prem, VMware ou Microsoft. Mais c'est effectivement quelque chose sur lequel on travaille parce que c'est un besoin. C'est une nécessité, même si c'est quand même relativement, on va dire, négligé chez beaucoup de clients. Cet aspect test régulier est peu mis en œuvre et effectivement, c'est souvent, on est souvent à la merci de mauvaises surprises le jour où on a besoin de restaurer ses données ou de lancer un disaster recovery. Je dis souvent un backup qui n'a pas été testé, c'est un backup qui n'existe pas en fait. Il n'y a rien de pire que croire qu'on a un backup et puis d'essayer d'aller le récupérer et non, ça ne marche pas. Justement, dans le cloud, il y a cette capacité de restaurer sur une infrastructure à côté de son infrastructure de prod. Là où on-prem, on n'avait pas nécessairement les machines disponibles pour pouvoir tester un backup. Dans le cloud, il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas le faire, non ? Non, exactement. Alors, ça a déjà été le cas en fait avec la virtualisation où effectivement on peut créer des instances supplémentaires en parallèle de celles de production et c'est ce que permet notre mécanisme qui s'appelle le Sure Backup et qui fait du redémarrage complet dans une bulle isolée de ces instances de production. On va restaurer non pas une machine l'une après l'autre, mais on peut restaurer des applications complètes qui vont communiquer entre elles, enfin les composants frontal, web, base, etc. vont démarrer dans une bulle, communiquer entre eux. Donc cette technologie-là, elle existe chez nous. Elle est pour l'instant disponible, comme je disais, uniquement dans les hyperviseurs classiques on-prem, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille pour avoir les mêmes mécanismes disponibles, parce que le cloud permet bien évidemment de réinstancier dans l'absolu, on pourrait réinstancier la totalité de son infrastructure, en avoir un double. Évidemment, ça a un coût, bien sûr, mais rien n'empêcherait d'avoir vraiment la totalité de ces instances démarrer à côté lors d'un test sans impacter celle de production. Donc, c'est effectivement des mécanismes, enfin, tous les mécanismes sont là pour pouvoir le faire. Après, le pilotage, l'orchestration de tout ça est pas si trivial que ça. Ça nécessite quand même beaucoup de R&D en fonction des environnements. Quand on l'a porté de VMware à Hyper-V, les choses n'ont pas été aussi simples parce que les API sont pas exactement les mêmes, les façons d'interagir avec les systèmes d'authentification, etc. L'isolation réseau qu'il faut garantir parce qu'il y aurait rien de pire effectivement que d'avoir un défaut d'étanchéité dans ces machines clones, on va dire, qu'on démarre à côté des machines de production. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut pas se permettre de faire du bricolage. D'où l'idée de faire ça dans des régions différentes, peut-être, en tout cas pour l'étanchéité, ce serait plus simple. Il y a une feature qui s'appelle Instant Recovery également. J'ai bien lu, c'est quoi ?
Alors, Instant Recovery, effectivement, c'est une technologie Veeam qui fête ses 10 ans maintenant, 10 ou 11 ans, qui a été assez révolutionnaire à sa sortie. Alors, effectivement, ça s'appliquait aux environnements VMware, puis Hyper-V, puis ensuite d'autres encore, mais le principe, c'était d'être capable de réinstancier immédiatement une VM depuis la sauvegarde. Normalement, une restauration, on détecte, on a un besoin de restauration pour une raison X ou Y, système supprimé, corrompu, peu importe. À partir du moment où on lance cette restauration, donc on va dans une interface X ou Y lancer le processus de restauration. Il va y avoir d'abord un déplacement des données depuis l'espace de sauvegarde vers l'espace disque de production, l'environnement de production, un volume EBS par exemple, et puis une fois que ces données ont été déplacées, là on va pouvoir redémarrer, réinstancier la machine. Et donc on a toute une phase qui est un blackout, qui va être plus ou moins long en fonction de la quantité de données à transférer, parce qu'il y a cette écriture d'un point A vers un point B. Instant Recovery, le principe, c'est de ne pas déplacer les données, de les réinstancier depuis l'endroit où elles sont. En fait, le mécanisme simule la présence d'un disque dans l'environnement de production à la source, mais c'est en réalité que des pointeurs qui pointent vers les blocs qui sont encore dans la sauvegarde. Alors la sauvegarde, elle reste intègre, elle est inaltérable. Donc s'il y a des écritures, il n'y aura pas de modification de la sauvegarde, ça va aller dans un champ de redo log si on veut. Et puis ensuite, une fois que en tâche de fond, on va quand même ramener les blocs depuis l'espace de sauvegarde vers l'espace de production, le stockage de production. Et à partir du moment là, il y a un switch qui est fait, mais ça, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Donc, c'est une technologie qui était assez magique parce que une VM de 20 gigas contre une VM de 2 Tera, pour beaucoup de clients, c'était parfois 48 heures de restauration. C'est-à-dire, entre le moment où on avait un crash, on lançait une restauration, et le moment où on pouvait remettre en ligne le service, il pouvait se passer 48 heures, ce qui est quand même, en 2000, même en 2010, c'était absolument catastrophique. Là, comme par magie, la VM de 2 Tera, elle redémarrait dans le même temps, 3, 4, 5 minutes, que la VM de 20 gigas. Donc c'est quelque chose qui a changé la donne. Et c'est ce qui nous a rendu célèbres, notamment. Alors évidemment, cette technologie-là, on l'a étendue. Au départ, elle était exclusive à VMware. Ensuite, on l'a développée pour Hyper-V. Et puis, ensuite, on a commencé à le faire cross-platform. Donc la possibilité de redémarrer une VM depuis une VMware vers sauvegarde vers Hyper-V et dans l'autre sens, et puis ensuite de restaurer des VM VMware dans EC2, des VM Azure dans EC2, etc., etc. Donc cette technologie Instant Recovery, en fait, elle a tissé sa toile, on pourrait dire, entre ces différents environnements, jusqu'à être capable maintenant de couvrir la totalité des besoins, y compris même des serveurs physiques. Alors x86 seulement, on va pas le faire pour de l'Unix, pour des processeurs RISC, mais pour du x86, un serveur physique Linux peut très bien être réinstancié au format virtuel dans un environnement VMware, sous forme d'instance EC2, etc., etc. Donc c'est assez intéressant parce que là, en termes de disaster recovery, on est capable de faire des choses extrêmement intéressantes et extrêmement efficaces. J'ai un exemple de client dans le monde de l'industrie pétrolière. C'est pas forcément l'industrie la plus en odeur de sainteté actuellement, mais c'est des grands clients qui ont des besoins très lourds et qui ont la particularité d'avoir une multiplicité de petits sites dans des endroits pas forcément très accessibles. Je pense que si tu vois ce que je veux dire, des plateformes, des par exemple, etc. Donc il y a des mini data centers. Bien évidemment, ils n'ont pas un site de secours ou un hébergeur à 20 km disponible. Et donc effectivement, c'est ce client, tous ces petits sites qui ont chacun leur petit data center ont un disaster recovery dans EC2, piloté par Veeam, et donc c'est de la capacité à redémarrer en cas de perte de ce data center local, la capacité à tout redémarrer dans EC2 et de rendre accessibles toutes les applications, tous les workloads par les utilisateurs directement démarrer depuis EC2. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais on a beaucoup de clients qui ont ce type d'environnement très éclaté, très dispersé géographiquement, dans des zones plus ou moins accessibles. C'est très utilisé, cette capacité, et ça donne la possibilité de redémarrer extrêmement rapidement et de façon extrêmement simple.
Et ça m'amène, c'est une plateforme, sans jeu de mots, idéale pour parler de mon dernier sujet, qui était le disaster recovery. À partir du moment où on peut faire des backups, on peut aussi récupérer un business. Comment vos clients utilisent vos solutions pour faire du disaster recovery? Tu as parlé d'instant recovery, mais vous avez d'autres solutions, d'autres cas d'usage en matière de disaster recovery? Oui, alors effectivement, le disaster recovery, en fait, c'est plutôt, c'est un concept et c'est un process plutôt qu'une technologie. C'est-à-dire que le disaster recovery, c'est comment est-ce que je vais remettre en service mes applications, mon système d'information, en cas de perte assez importante, voire complète d'un site. Et donc, on peut avoir un disaster recovery qui se base sur on appelle ça à froid, qui se base sur un redémarrage uniquement à partir des sauvegardes, voire à partir de bandes, ce qui peut être très très long. On a des disaster recovery qui vont être de la continuité d'activité, c'est-à-dire 2 data centers qui fonctionnent en réplication synchrone, voire ce qu'on appelle un stretch cluster, c'est-à-dire les instances tournent indépendamment sur 2 data centers. Et en cas de perte d'un data center, on voit absolument pas de actif, on voit absolument pas de coupure. Entre ces 2 extrêmes, évidemment, il y a tout un ensemble. La configuration idéale, en général, c'est d'avoir 2 data centers qui sont sous forme de stretch cluster, donc un seul data center logique, et puis un 3e site qui, lui, est très éloigné, qui est plutôt à une centaine de kilomètres, voire plus, et qui va justement pas utiliser de la réplication synchrone, mais au contraire, va avoir une réplication asynchrone où se baser sur des sauvegardes et là être capable c'est vraiment le site de dernier recours, c'est-à-dire qu'on préfère pas l'utiliser, on va plutôt redémarrer on va avoir cette continuité d'activité dans les data centers qui sont en mode campus, mais on a ce 3e site qui lui est ultra protégé, qui est vraiment le dernier recours. Alors dans le cloud, comment est-ce que on peut appliquer ça? Il y a effectivement l'utilisation des régions qui permet d'avoir ce disaster recovery et donc cette capacité à redémarrer très rapidement d'une région à une autre. On va avoir la possibilité aussi, avec notre solution, d'avoir une copie de ces données, de ces instances RDS, EC2, dans un site on-prem, chez le client ou un hébergeur, qui va lui servir vraiment de dernier recours également, et qui va pouvoir réinstancier dans un hyperviseur local ou renvoyer vers une région, vers une autre région AWS en cas de besoin. Ou un autre cloud aussi, quand tu dis on-prem ou chez un hébergeur, ça pourrait être chez Google ou chez Microsoft? Ça peut tout à fait être un autre cloud, un autre hyperscaler, que ce soit Microsoft ou Google. Et donc en fait, c'est un disaster recovery, c'est vraiment une affaire de choix, de compromis entre la sécurité maximale qu'on voudrait avoir, qui a un coût et qui a un idéal absolu, mais il faut souvent faire des compromis aussi en termes de performance. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas avoir des sites trop éloignés si on veut faire de la réplication à haute fréquence. Donc il y a des choix à faire. Combien d'exemplaires de mes données je veux, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choix à faire. Le cloud offre vraiment énormément de nouvelles possibilités pour avoir quelque chose soit 100% cloud, soit hybride, et donc de multiplier les possibilités, les scénarios de reprise. Dernier point, une fois qu'on a un backup, souvent c'est la base pour la migration. Vous pouvez aider vos clients à faire des migrations on-prem vers le cloud ou d'un cloud à l'autre également? Alors, je me suis laissé dire que les équipes AWS rencontraient très fréquemment notre solution chez les clients utilisés on-prem, et que c'était souvent le moyen aussi pour des clients qui font ce move to cloud, qui veulent porter tout ou partie de leur infra on-prem vers EC2, vers un autre hyperscaler, mais très souvent EC2. La solution Vim, c'est à la fois le moyen qui va être utilisé pour la migration, avec cette capacité de convertir un workload qui était au format VMware ou Hyper-V, de réinstancier directement dans EC2. Ça, c'est l'aspect purement migration. Et puis il y a aussi cette capacité, justement, en général c'est un projet, on n'appuie pas sur un bouton et tout bascule du jour au lendemain, donc ça va souvent être testé à blanc. Il faut parfois faire des retours arrière sur certaines VM, certaines instances, et donc cette capacité à avoir la même solution qui protège les données à leur point de départ pendant la migration, et le même outil qui est utilisé par la migration va être utilisé aussi à la destination, et donc ça facilite les choses. On n'a pas à jongler avec différents outils, différents mécanismes de prise d'image, de conservation des données, etc. Et effectivement, c'est du coup une solution qui est très utilisée dans ces cas de move to cloud.
Avec un point important peut-être pour compléter, c'est que avec la capacité justement de licensing Vim qu'on appelle la licence universelle, une licence qui peut être portée, et donc ces licences qui étaient utilisées par le client on-prem sont conservées et sont utilisées sur les instances qui sont transformées en instances EC2. Donc ça coûte rien de plus à vos clients en termes de licence Vim. Exactement. C'est ça, d'accord. Dans les notes du podcast, si vous descendez un peu dans l'application que vous utilisez pour nous écouter, vous trouverez évidemment les liens vers le site de Vim et vers les différentes solutions dont on a parlé, AWS Backup et Recovery. Comment tu vois le futur du monde du backup, soit en termes de technologie ou en termes de besoins clients ? En termes de besoins clients, il y a des besoins qui sont qui restent, hein, quelles que soient les évolutions. Donc je pense que il va y avoir de plus en plus effectivement de passerelles entre les mécanismes de réplication, de disaster recovery et de sauvegarde proprement dite. Donc je pense que les technologies vont se multiplier à ce niveau-là. Peut-être voir des standards émerger aussi, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais ce que je vois de la tendance la plus immédiate, c'est l'intrusion, si je puis dire, des problématiques de sécurité dans le monde de la donnée. Et évidemment, on pense immédiatement au ransomware. Et donc, dans nos solutions, on intègre de plus en plus de fonctionnalités autour de cette problématique. C'est déjà le cas évidemment, mais maintenant ça devient vraiment un axe de développement très fort. On est capable de s'interfacer, de piloter des antivirus au moment de la restauration. Donc ça c'est quelque chose qui date maintenant d'il y a 1 an ou 2 chez nous, mais il va y avoir beaucoup d'autres développements en ce sens. C'est-à-dire vraiment la conjonction du monde de la sécurité, ce qu'on appelle la cyber-résilience. Hein, donc on va pas empêcher l'intrusion, on n'est pas un outil de sécurité frontale, périmétrique, peu importe. Par contre, on a un outil de cyber-résilience, c'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est passé, et malheureusement, à un moment ou à un autre, ça finit par être le cas. Comment est-ce que j'ai l'assurance de repartir ? Comment est-ce que j'ai l'assurance que les données de secours, mes données de sauvegarde, sont restées intègres, n'ont pas elles-mêmes été chiffrées ? Parce que c'est en général la première chose que les hackers vont faire, c'est d'aller, sans faire de bruit, chiffrer les backups. Ça se voit pas puisqu'on s'en sert pas très souvent. Et puis ensuite, on attaque les données de prod. Et quand on se dit pas de problème, j'ai un backup, on se rend compte qu'on en a pas en réalité. C'est ce que tu disais tout à l'heure, la partie test qui est très importante. Et donc, on utilise des mécanismes d'immuabilité. Alors, c'est intéressant parce que les Bucket S3 fournissent ces mécanismes d'immuabilité, hein, l'object lock notamment qu'on utilise nous, pour lequel même le propriétaire du compte de stockage n'est pas capable, pendant une fenêtre de temps donnée, d'effacer des backups récents. Et ça, c'est extrêmement intéressant en cas d'une malveillance interne. Donc, des mécanismes qui permettent de garantir que les données ne seront pas altérées, conservées intactes, utilisables en cas de besoin. Des mécanismes, comme je disais, d'interfaçage avec des antivirus qu'on est capable, nous, de piloter au moment de la restauration. Mais pour tout ce qui est détection, on peut imaginer aussi des combinaisons entre l'outil qui détecte une intrusion et l'outil qui va prendre une image instantanément pour protéger des systèmes, les déplacer, les redémarrer ailleurs. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, évidemment, il y a des développements, de la recherche et un axe très fort de développement. On peut détecter aujourd'hui qu'un volume a été chiffré non intentionnellement et éviter le backup pour éviter que le backup chiffré ne remplace les derniers backups valides qu'on avait. Alors oui, dans ce cas-là, en fait, on va pas forcément éviter le backup parce que à moins qu'on ait vraiment une rétention très très courte, de toute façon on aura des exemplaires plus anciens sur lesquels s'appuyer. Mais effectivement, une solution est capable de détecter, alors en fonction des environnements, à 2 niveaux. On peut détecter au niveau primaire avec une solution qui s'appelle Vim1. Alors là, on parle plutôt du on-prem. On va détecter sur une VM un taux d'activité CPU et d'écriture sur cette VM, d'écriture disque, très élevé. Donc ça déclenche une alerte, une suspicion de ransomware, parce que ça c'est une signature très souvent d'un chiffrement en cours. Et à partir de là, la solution est capable de faire des actions de remédiation, c'est-à-dire déclencher une prise de snapshot, déclencher n'importe quelle action au niveau de notre solution. Donc ça c'est intéressant. Et puis on va aussi détecter quelque chose qui pourrait se passer au niveau des backups. Alors même avant ça, on va aussi détecter toujours sur la machine primaire des tailles d'incrémental suspectes. C'est-à-dire qu'une machine qui habituellement fait une sauvegarde incrémentale, c'est-à-dire on sauvegarde juste le delta de données modifiées quotidiennement,
on va dire un changement de 5% au quotidien. Si tout à coup cet incrémental fait 90% de changement par rapport à la précédente, il y a aussi une suspicion de chiffrement, évidemment. D'ailleurs, chaque ransomware a sa signature avec le pourcentage. On a des ABAC comme ça, on a du big data aussi à partir de nos données, et on sait que tel ou tel ransomware a telle signature et induit tant de pourcents de modification des incrémentales. Donc on sait effectivement alerter sur ce sujet et puis éventuellement déclencher des actions automatiques. Super intéressant cette conjonction entre le monde de la sécurité, de la cybersécurité, de la protection des données et puis des backups traditionnels qui, comme tu l'as dit en intro Stéphane, ne sont pas nouveaux, datent du début de l'informatique quasiment, du siècle passé, il y a longtemps au siècle passé et qui continueront encore pour de longues années. On parlait de Veeam, des solutions de backup, de recovery, de migration, de disaster recovery dans cet épisode du podcast AWS en français. Merci Stéphane Berthaud, directeur technique France de Veeam, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.